C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui? Lutter pour les animaux, avec L214. Merci Francine. Alors, on y va. Et merci d'être de retour pour ceux qui nous écoutent souvent sur le podcast. Et merci d'être de retour, on dirait qu'on vient d'être coupé par une page de pub. Merci d'être là, merci d'être fidèle, c'est ça que je voulais dire pour les gens qui nous écoutent souvent. Le podcast Le Plein de Sens, qui est le podcast le plus écouté en Europe de l'Est. En France, rien comprendre du coup les pauvres. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous aiment bien. En France, on est 197e, mais on adore. On est très content d'être là. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Moi, c'est Grégory Vacher. Enchanté. Je suis accompagné de qui? Anne-Sophie Suppiot. Bonjour. Comme d'habitude. Oui. Il y a des choses qui changent pas. Oui. Malheureusement. Pour ton plus grand bonheur. Non, mais on est très content en tout cas de faire ce podcast. On part à la rencontre de plein de gens hyper inspirants qui nous apprennent plein de trucs. Et cette semaine, on va s'occuper un petit peu de nos amis les animaux. On va partir sur le domaine du bien-être animal puisqu'on va parler avec la cofondatrice de l'association L214 que vous avez sûrement déjà vu dans les médias, que vous avez sûrement vu leurs vidéos aussi sur Facebook à l'époque. Moi, quand j'étais encore sur Facebook il y a 10 ans, je sais qu'ils en diffusaient beaucoup. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, des vidéos de ce qui se passe dans les abattoirs, par exemple, pour aider les gens à prendre conscience de certaines choses, même si des fois les images elles font un peu mal, quoi. C'est dur. Oui, je crois que c'est fait pour, du coup. C'est fait pour. C'est des campagnes choc à chaque fois. Et puis, quand ils dénoncent les abattoirs, c'est vrai qu'ils les dénoncent avec des images à l'appui. Donc, c'est vrai que ça fait souvent mal au cœur. Et moi, je suis hyper contente de la recevoir parce que ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on les mette en avant, L214. Parce qu'en fait, on sait qu'ils font beaucoup de choses autour de l'élevage intensif, mais pas que. Aussi, ils commencent à faire plein d'autres choses pour le bien-être animal. Et c'est de ça dont on va parler. C'est quoi ton rapport aux animaux, toi ? À part cette histoire d'amour que tu as eue avec un dindon en 2004, je crois. Je veux plus en parler parce que franchement, il m'a brisé le cœur. J'ai péto. Il m'a quitté par SMS. Non, c'est quoi ? Parce que tu sais, c'est un sujet hyper sensible pour plein de gens. Il y a même des gens qui disent dans un film, je préfère voir un chien qui meurt plutôt qu'un humain. L'inverse. Je préfère voir un humain qui meurt plutôt qu'un chien. Ouais. Ça me fait moins mal au cœur. C'est vrai que je fais partie de ces gens, par exemple. C'est vrai ? Ouais. C'est fou. Moi, j'ai un rapport un peu excessif. Je vis avec un chat ou un chat. Je lui chante des chansons, je l'aime du plus profond de mon cœur. Et en même temps, c'est quand même très bizarre d'avoir un rapport ultra proche des animaux et à continuer à en manger, même si j'en mange moins. Je continue, moi, à consommer un peu de viande. Et c'est vrai que j'avoue que ça me questionne de plus en plus. En tout cas, on le sait qu'aujourd'hui, on peut agir sans être vegan ou végétarien. C'est même toi qui m'en parlais juste avant qu'on enregistre. Tu me disais que tu avais vu Hugo Clément qui disait un truc à ce sujet. Oui, je l'ai vu dans Quotidien. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Il a l'air d'ailleurs, son livre qui vient de sortir a l'air déjà hyper cool. Et en fait, Yann Barthès lui demandait depuis quand il était végétarien. Il disait que ça faisait 6 ans. Et il disait justement que une poignée de véganes en France, par exemple, aurait moins de pouvoir que des millions de gens qui consommeraient moins de viande. Ouais. Parce qu'on sait que l'élevage intensif, ça veut dire des terres agricoles pour justement nourrir toutes ces bêtes. On sait que c'est une catastrophe pour l'environnement, en fait. C'est une catastrophe finalement pour nous tous, parce que l'élevage intensif, non seulement c'est mauvais pour le bien-être animal, mais c'est mauvais pour nous parce que on nous fait manger du caca, ni plus ni moins. Ouais. Et puis au-delà de tout ça, en plus, ce qui vient rajouter une couche sur le côté, c'est pas toujours hyper cool de surconsommer de la viande. On en parlera tout à l'heure avec Brigitte, la cofondatrice de L214, mais c'est qu'aussi les conditions d'abattage, elles ne changent pas. C'est-à-dire qu'on peut se rassurer en se disant, tiens, moi je vais chercher ma viande, je sais qu'elle est élevée par le gars qui habite pas loin et tout. Et pour le coup, mieux vaut manger cette viande-là plutôt qu'une viande qui vient de l'autre bout du monde et pour laquelle on a rasé toute une partie de la forêt amazonienne pour pouvoir justement la nourrir avec du soja, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que l'animal va dans l'abattoir, ça reste un abattoir et ça reste des conditions qu'on ne supporterait pas, par exemple, pour des humains. Ça, on peut tous être d'accord là-dessus. Être mis à mort comme c'est fait dans les abattoirs pour les animaux, même quand ça se passe bien, ça reste quelque chose d'assez violent, quoi. Ouais, et puis du coup, j'en profite pour rebondir, pour vous conseiller un film qu'on avait vu avec Greg. Taxi 3. Il était génial. En fait, ils ont mis des ailes sur le taxi. Donc tu fais quoi ? Et le truc, il vole, quoi.
C'est vrai qu'il est culte. Non, c'était le film Animal de Cyril Dion, tu te rappelles, on était allés le voir tous les deux main dans la main au ciné et il était vraiment super ce film. Et j'essaye de vous retrouver aussi un compte Instagram que je voulais vous conseiller, mais je ne le retrouve plus. Vas-y, cherche. Pendant ce temps, moi je vais vous dire qu'Animal, si vous avez un petit peu peur des images chocs qui concernent les animaux, sachez que moi c'est mon cas. Pour le coup, je suis tombé sur 1 ou 2 vidéos dans ma vie et je me suis dit plus jamais je veux voir ça. Ça me sert à rien à part me faire du mal, ça va pas me faire prendre conscience plus que ce dont j'ai déjà conscience aujourd'hui. Animal, pour le coup, il est super bien fait. Alors il y a 2-3 images qui font un peu qui remuent les tripes, mais c'est pas ça le but du film. C'est pas un truc gore, glauque qui est là juste pour te choquer, mais le propos est magnifique et l'histoire est très belle et c'est puis je trouve super. que ça nous permet aussi de nous mettre un peu à la place des agriculteurs qui ont parfois recours à l'élevage intensif parce qu'ils sont acculés de dettes et qu'ils ont énormément de charges et qu'en fait c'est la voie facile justement pour essayer de s'en sortir, donc ça permet d'avoir un autre regard aussi. Ouais, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe de l'autre côté, parce que c'est trop facile de pointer du doigt des éleveurs justement en disant oh putain c'est pas bien ce que tu fais, c'est trop facile quand on comprend pas comment ça se passe et c'est bien aussi de voir effectivement ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que tu as trouvé ton compte Instagram? Ouais, je crois que je l'ai trouvé. Parce que je sens que tu vas avoir du mal à combler jusqu'à ce que je trouve. Ouais. Là, j'ai même abandonné ma phrase tellement que j'avais plus d'air. Il me semble qu'elle s'appelle Barbara Daniel. J'en avais parlé. En gros, c'est une femme, si vous avez le temps de chercher sur Google, c'est une femme qui inverse les rôles entre les humains et les bêtes. Et en fait, elle voit... À travers des dessins? À travers des dessins, exactement. Et en fait, on voit par exemple comment ça se passe dans les abattoirs si des bœufs et des vaches étaient en train d'égorger des bébés. Et donc, c'est ultra trash. Mais en fait, ça permet de se dire « Ah ouais, en fait, je m'étais jamais trop posé la question et... » Ça amène un... Ça y est, j'ai trouvé. Ah, elle s'appelle Barbara Daniel. Toi aussi, t'es arrivé à la fin de ta phrase. Donc, heureusement que je suis arrivé. C'est Barbara Daniels, avec un S, comme s'il y avait plusieurs Daniel. Barbara Daniels, Art, A-R-T. Voilà. Ouais. Et vous allez sur son compte. Effectivement, il y a plein d'images de bandes dessinées qui mettent en situation des humains à la place des animaux et des animaux à la place des humains. C'est super bien fait. Elle dénonce l'élevage intensif, mais elle dénonce aussi la corrida, etc. À partir du moment où les animaux sont pas super bien traités, elle en fait une scène en bande dessinée. Pardon, j'arrive pas à regarder et parler en même temps. C'est clair, ça se sent tellement. C'est comme quand je parle avec ma femme et que je pense à autre chose. Genre, oui, après on ira chez ma mère pour aller chercher les enfants. Et en fait, dans ma tête, je suis en train de me dire tiens, est-ce que j'ai passé la tondeuse, tu vois? Bon, la réponse est facile en plus. Je pense que du coup, les anecdotes, on n'en a plus. On a fait le tour. On a fait le tour. Et ça tombe bien puisque Brigitte vient de se connecter. Elle est avec nous. Donc, c'est la cofondatrice de L214. Et elle s'appelle Brigitte Gauthier. Gauthier, on dit. Oui. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce podcast. Ça nous fait super plaisir parce que je pense pas qu'on ait parlé de souffrance animale déjà. Non. Depuis les 1 an de podcast. Ouais, on était assez auto-centrés et tu vois. Grâce à toi. Et voilà, on va étendre la compassion à l'ensemble des êtres qui sont doués de sensibilité. Et effectivement, les autres animaux, ils doivent rentrer dans notre sphère de considération morale. Bah ouais, je pense. Toi, tu as créé L214, enfin tu l'as co-créé avec ton mari, je crois, c'est ça? On était même plus que ça. Hein. La légende dit c'est un couple, mais non, c'était un groupe de personnes qui justement étaient un peu remuées par l'injustice qui est faite à l'égard des animaux, qui sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité depuis très longtemps, hein, 1976 dans la loi française par l'article L214.1. Et le fait de les reconnaître sensibles n'a absolument rien changé à la façon dont on les traite, et notamment sur la question de l'élevage, de l'abattage, de la pêche même, on peut parler. Ça n'a pas changé les pratiques. On est toujours sur, notamment pour 80% des animaux qui sont tués aujourd'hui en France dans les abattoirs, 80% d'entre eux viennent d'élevage intensif. Donc même en connaissant toutes leurs facultés, tous leurs besoins et tout ça, on les enferme encore dans des bâtiments fermés, tassés, mutilés pour les forcer à cohabiter entre eux, alors que juste ils sont en surnombre. Voilà. Donc oui, on peut parler de tout ça, puis on peut parler de choses plus joyeuses, parce qu'il y a des perspectives qu'on peut adresser à un monde dont on peut rêver, qui est vraiment plus sympa que celui d'aujourd'hui. Bon, alors commençons par ce qui fait mal au cœur, comme ça on arrache le pansement. Bon, déjà, on sait d'où vient L214, alors tu le disais, c'est par rapport à cette loi-là.
Exactement. En 1976, pour la première fois, en tout cas en France, les animaux dans la loi sont reconnus comme des êtres sensibles. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. C'est vraiment le fondement. On défend pas des cailloux. On défend vraiment des êtres qui sont doués de sensibilité. Et depuis cet article-là, en 2012, il y a eu à Cambridge d'éminents neuroscientifiques qui ont même dit, les animaux, en fait, ils ont une conscience. Donc, ce qu'on fait subir aux animaux, c'est des êtres non seulement qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils éprouvent des émotions, des sensations, qu'ils ont envie de vivre, qui ont, pour certains, en tout cas, envie de protéger leurs proches, leurs petits, mais aussi leurs compagnons de route. Et on a encore vraiment du mal à en tenir compte, quoi. On le voit déjà quand s'il y a des gens qui nous écoutent qui vivent avec leurs animaux de compagnie, par exemple, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent pour les animaux d'élevage. On voit, par exemple, mon chat, quand elle vient, elle se frotte à moi, elle me regarde avec des yeux d'amour, et parfois elle a envie de jouer. Enfin, elle passe par différentes émotions et différentes envies, donc il n'y a pas de raison pour que ce soit pas le cas pour d'autres animaux. En fait, on fait preuve c'est le spécisme, c'est ça qu'on utilise comme mot, c'est-à-dire qu'on catégorise vraiment les animaux et on considère que certains sont nos amis parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils nous font des caresses et parce qu'on les domestique et qu'on les garde avec nous. Et puis, on s'en sert aussi comme des fois animal de loisir, quoi, pour faire des balades, etc. Puis il y en a d'autres, c'est de la viande sur pattes, quoi. Ouais, et même parfois avec les animaux qui vivent avec nous. Alors, il y a des très belles relations qui peuvent se nouer et tout le monde est content dans cette relation. Et puis, des fois, ce chat, il devient un petit peu vieux ou alors machin. Et pouf, on le jette comme un objet assez usé. Pouf, et puis on va rechercher un chaton derrière ou quoi. Il y a aussi ce côté un petit peu consommation, des fois, avec les animaux de compagnie. Les campagnes des grandes associations comme la SPA, la Fondation Bardot et d'autres, 30 millions d'amis, font des campagnes chaque année pour signaler quand même qu'on est aussi en France champion dans les abandons. Et donc, le spécisme, c'est effectivement le fait de considérer que les intérêts des autres, donc des autres animaux, ils vont toujours passer derrière des intérêts assez un peu frivoles pour nous. Par exemple, très concrètement, mon envie de manger un hamburger avec un steak de vache va passer avant les intérêts de la vache à avoir une belle vie devant elle, quoi. Voilà, on va la condamner à mort et puis les veaux, pareil, quand on est dans l'industrie du lait, enfin il y a tout un tas de choses où on se dit mais est-ce qu'il y a nécessité? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ce qui arrive aux animaux là, on pourrait pas faire autrement pour éviter qu'il leur arrive tous ces malheurs? Moi, il y a un truc qui m'a mis une claque, mais qui est vraiment tout bête. Il y a quelques mois, en fait, en Irlande, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un troupeau de vaches. Je me baladais seul, il était 6h du mat. Au lever du soleil, et en fait elles étaient en train de jouer, c'est-à-dire que j'ai vu des vaches galoper et se sauter les unes sur les autres, faire des petits bonds, quoi. Mais j'avais un Uno. Non, mais je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais jamais vu cet animal en train de jouer, et ça m'a fait. Alors même si je suis déjà assez sensibilisé à la cause animale depuis un petit moment et j'ai arrêté de manger de la viande, ça fait maintenant 7 ans, mais ça a été un truc bouleversant en fait pour moi. C'est venu me mettre une deuxième baffe de regarde ce que c'est la vie qui entre en chaque être, et nous en fait on les élève pour soit les exploiter pour leur lait, mais là en l'occurrence c'était pour la viande. Exactement, et on ignore en fait, mais c'est quelque part ça fait partie de notre paradoxe de la viande. Si vraiment on se dit les animaux, oui, qu'est-ce qu'ils aiment? Grosso modo ils aiment être bien, ils aiment jouer, ils ont leurs compagnons de route, celles et ceux qui leur sont proches, et puis d'autres plus éloignés. Mais enfin, ça ressemble beaucoup à ce que nous on peut vivre. Alors on peut se dire c'est moins complexe et tout ça, mais on se pose un petit peu en juge. Leur vie elle est aussi pleine que la nôtre. Enfin voilà. À ce moment-là, ça va complètement attaquer notre dissonance cognitive, parce que notre dissonance cognitive, elle dit oui, je mange des animaux qui sont faits pour ça, il y a des lois qui les protègent, c'est d'ailleurs ce qu'on nous répète à longueur de temps, les conditions d'élevage en France, on est vraiment les champions du bien-être animal, donc il y a tout un tas d'idées reçues. La viande, j'en ai besoin, sinon je vais manquer de fer, je vais manquer de protéines, donc on a tout un tas une espèce de blocus mental qu'on se met autour pour justement ne pas laisser finalement la compassion, la gentillesse, la justice arriver jusqu'à nos neurones et nous dire en fait
tout ça, il y a tout un tas de choses dont on n'a pas besoin, qui sont nuisibles aux autres animaux, mais qu'on pourrait laisser tomber tout simplement. Et une des grosses barrières, c'est effectivement sur l'alimentation, puisque notre repas aujourd'hui, en tout cas en France, on a soit de la viande, soit des poissons au milieu de notre assiette, et puis autour quelques légumes qui décorent. Donc évidemment, quand on dit on va manger 100% végétal, on imagine notre assiette avec 3 petits pois et puis une grosse faim au ventre, alors que non, il y a toute une gastronomie végétale qui existe, qui est absolument délicieuse. C'est bon pour les animaux, c'est bon pour nous et c'est bon pour notre environnement. Donc vraiment, on a vraiment toutes et tous à y gagner. Et je pense honnêtement que pour avoir des carences, c'est difficile, hein, parce que les 5-6 premières années de végétarisme chez moi, je mangeais vraiment n'importe quoi. Je faisais pas attention aux protéines, à rien. Et pourtant, je faisais des prises de sang régulièrement, une fois tous les ans. Jamais j'ai manqué de fer, de trucs comme ça. Jamais. Donc, comme quoi, on est plutôt en surconsommation dans nos pays, parce que par exemple pour l'apport en protéines, les personnes qui mangent de la viande sont en excès. Les personnes végétariennes sont en excès et les personnes végétaliennes sont en excès. Donc on est tous en excès de protéines en fait, en moyenne. Après il peut y avoir des cas où justement vraiment il y a un fort déséquilibre, mais c'est pas le fait de manger vegan ou quoi, c'est vraiment le fait de manger déséquilibré qui est un problème et qui arrive aussi aux personnes qui mangent de la viande. Et moi, oui, vas-y. Je crois que j'ai vu une info qui disait que la consommation moyenne d'un Français en France par an, c'est 86 kilos. C'est écœurant, quoi. 86 kilos de viande 86 kilos de viande par an par Français, ce qui est quand même énorme par rapport à d'autres pays, puis par rapport à... Enfin, c'est absurde, quoi. C'est comme si on mangeait mon papy Robert. C'est exactement ça, et c'est 2 fois la moyenne mondiale. On mange énormément, et ce qui est fou, c'est que le niveau de consommation d'aujourd'hui, donc non seulement il nuit aux animaux, ça a des conséquences dramatiques sur notre environnement, mais ça nous nuit à nous personnellement, les personnes qui surconsomment de la viande. En plus, tombe malade. On peut parler de l'hypercholestérolémie, de certains types de diabète, certains types de cancers. C'est même mauvais pour nous, quoi. Enfin, vraiment, il y a quelque chose à adresser de ce côté-là, y compris de la part de médecins ou dans beaucoup de domaines, en fait, on peut avoir une critique des niveaux de consommation de viande en ce qui concerne l'environnement, la santé, des questions sociales aussi par rapport aux éleveurs, par rapport aux ouvriers d'abattoirs. Et puis, par rapport aux animaux, là, vraiment, on est sur une question d'éthique, de morale, de considération envers les autres, qui nous invite vraiment à arrêter. Alors que sur le plan environnemental, de santé, réduire pourrait déjà répondre à un certain nombre d'enjeux. C'est ça. C'est qu'il y a plusieurs enjeux en même temps. Et quand on parle, quand on met le dérèglement climatique en avant et la préservation de la biodiversité, on va penser à réduire sa consommation de viande. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, je disais à Anso qu'en fait, beaucoup de gens disent, je consomme de la bonne viande entre guillemets, je vais acheter la viande à côté de chez moi, l'éleveur que je connais bien, etc. Et on est d'accord que là-dessus, il n'y a pas de débat entre manger cette viande-là ou celle qui est importée de l'autre bout du monde. Il vaut mieux manger cette viande-là. Mais au niveau des abattoirs, c'est la même histoire. Il n'y a pas de bons abattoirs. Enfin, même les éleveurs ne sont pas autorisés à abattre eux-mêmes leurs bêtes. Exactement. Les modes d'abattage, c'est les mêmes pour tout le monde, enfin pour tous les animaux. Et ça se passe comment concrètement pour ceux qui n'ont jamais vu une vidéo Alors L214? Pour ceux qui n'ont jamais vu de vidéo, déjà je les invite à aller voir parce que c'est quand même bien d'être informé sur les circuits, enfin sur ce qu'on consomme, de connaître jusqu'à l'origine. Et effectivement, c'est les mêmes abattoirs et c'est les mêmes modes d'abattage à quelques exceptions près, mais grosso modo, soit on étourdit. Alors c'est un mot super gentil, on va pas être juste pompette, on étourdit soit par un coup de matador, c'est-à-dire un pistolet à tige perforante entre les 2 yeux, notamment pour les animaux les plus gros, les bovins par exemple, les vaches, les veaux, ça va être un coup de pistolet à tige perforante au milieu du crâne. L'animal tombe inconscient quand il est bien placé, parce qu'il faut qu'il soit précisément placé, et dans les enquêtes qu'on montre, on montre que c'est pas si évident que ça. L'animal tombe dans la conscience et ensuite il est saigné. Ça peut être par l'électricité, on appelle ça l'électronarcose, donc c'est un coup de jus qui va faire tomber dans l'inconscience. Et pour
On va l'utiliser notamment pour les cochons, donc avec des électrodes qui sont placées de chaque côté du crâne en fait, et puis parfois une dans le dos. Et pour les oiseaux, on les suspend d'abord et ensuite ils passent dans un bain d'eau électrifié. Ok. Donc là, pareil, ils tombent dans l'inconscience et on les saigne ensuite, c'est-à-dire qu'on va couper les carotides pour faire s'écouler le sang. Et puis il y a la méthode au gaz. Là, on l'a montré par exemple pour les cochons dans les abattoirs de Houdan ou Alès, c'est une nacelle qui descend dans un puits saturé en dioxyde de carbone. Et là, c'est l'asphyxie, mais une asphyxie qui est violente, plusieurs dizaines de secondes, où les animaux cherchent de l'air, où ça leur brûle les poumons, et là aussi, ils tombent dans l'inconscience et ensuite on les saigne. Il y a aussi un autre mode d'abattage qui est l'abattage sans étourdissement, qui est utilisé pour les poissons d'une part, mais aussi pour les autres animaux, où on va tuer les animaux sans aucun étourdissement dans le cadre des abattages rituels à la lait cachère, par exemple. Et là, il n'y a pas d'étourdissement, c'est vraiment, ils sont saignés d'un coup. Là, c'est vraiment, les deux carotides sont coupées, c'est vraiment le cou en entier qui est sectionné. Enfin, ça rentre profondément par une incision. Et là, les animaux se vident de leur sang, conscients de ce qui leur arrive. Après, quand ils sont étourdis, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont inconscients, puisque justement, par nos enquêtes, on montre qu'il y a beaucoup aussi d'animaux dont l'étourdissement n'est pas fait correctement et qui sont encore conscients après. Mais l'étourdissement, c'est déjà une étape qui est extrêmement violente. Ah oui, oui. En réalité, et puis il y a tout ce qui est avant le transport, l'arrivée à l'abattoir, cet endroit qu'ils connaissent pas du tout. Enfin, c'est complètement fou ce qu'on fait. Puis c'est ça, c'est ce qui est montré aussi dans vos vidéos, et ça en vient à ce qu'on disait tout à l'heure et à bien montrer que les animaux ont une sensibilité. Tu vois leur comportement déjà dans les camions, quoi. Ils ont pas envie d'être là, ils sont les uns sur les autres. J'avoue que moi j'ai arrêté de manger de la viande parce que j'ai vu une vidéo L214 et pour le coup c'était pas violent du tout ce que j'ai vu parce que j'ai coupé la vidéo avant, mais c'était simplement de voir un veau à l'époque qui allait, qui était dans un espèce de dernier couloir de la mort, quoi. Je sais pas ce que c'était cette machine où il allait se faire buter et il était paniqué comme jamais, il regardait partout, il tremblait. Et là, j'ai coupé la vidéo et voilà. Donc là, je pense à ce que tu viens de dire pour les gens qui peut-être se confrontent à ça pour la première fois. Imaginons, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a des gens qui vont là avoir supporté d'entendre tes mots peut-être pour la première fois alors qu'ils n'ont jamais vu des images. Et c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent, non pas parce que c'est ta faute et que t'es une méchante personne, mais parce que c'est la réalité qui d'un coup nous pète aux yeux. Oui. Et je pense que dans ce podcast aussi, dans les gens qui nous écoutent, il y a forcément beaucoup de gens qui se posent des questions, qui sont très reliés à la nature et qui sont très sensibles. Comment trouver la force ? Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant que tu parlais. Comment réussir à garder le cap et à trouver la force en voyant tout ça, en sachant tout ça, plutôt que d'être accablé par la tristesse en fait et le dégoût et l'envie d'abandonner, de baisser les bras et de quitter ce monde, quoi, de se dire c'est pas possible, je peux pas, c'est trop lourd en fait d'appartenir à ce monde-là et de savoir qu'à chaque seconde pendant qu'on est en train de parler, il se passe ça et on est en train de faire quelque chose. Je sais plus qui disait ça ou si je l'ai inventé, si je l'ai lu, je sais pas du tout. Mais me vient la pensée de me dire que dans quelques années, forcément, si on est encore sur cette terre, il y a des enfants qui vont nous regarder ou qui regarderont nos enfants ou nos arrière-petits-enfants en disant mais sérieusement, vous avez fait endurer ça à des êtres vivants et ça vous faisait rien et vous marchiez comme ça dans la rue et vous alliez vous acheter des sacs à main et des iPads. Bon, pardon, ma question du coup était un mélange de questions, réflexions trop longues. Ouais, mais très bien. Enfin, ouais, c'était très clair. Et juste pour revenir sur ce que tu disais avant, sur l'émotion que tu as ressentie par rapport à ce veau qui montrait des actes de résistance en fait, des actes de fuite, la panique. Ça revient à cette question de la sensibilité. On sait ce qu'éprouvent les animaux parce que justement ils ont, alors pas tous, parce que regarder un poisson pour saisir les émotions qu'il a, ça va être coton. Même les oiseaux, les poules, les poulets, c'est un petit peu compliqué de percevoir. Mais ce qu'on voit dans les images d'abattoirs, notamment pour les bovins, c'est justement que dans leur regard, dans leurs attitudes, on reconnaît des attitudes qu'on pourrait avoir nous-mêmes dans une situation semblable de panique totale, de terreur. Et donc, c'est ça qui nous touche, parce que tu dis, oui, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Juste, j'ai perçu l'émotion de cet animal. Et pourquoi on arrive à continuer de se lever le matin, effectivement, et puis
Et puis de supporter tant bien que mal tout ça. Alors on n'est pas tous égaux devant ça. Moi je pense, je vais vous partager comment je le vis moi. Je pense que le fait d'être dans l'action, de me dire je fais autant que je peux pour essayer de déjà mettre cette question dans le débat public. C'est ce qu'on a essayé de faire avec L214. Avant L214, en fait, quand on parlait de défense des animaux, on parlait des chiens et des chats. Et je pense que nous, on a amené avec les images, avec les dossiers qu'on a portés, le fait de dire, oh, les autres animaux, effectivement, c'est les chiens et les chats, mais il y a aussi, en plus grande masse, 99% des animaux exploités par les êtres humains, c'est ceux pour notre consommation alimentaire. Il y a aussi ces animaux-là. Et je pense que le fait d'être dans l'action, d'essayer d'imaginer, de transmettre justement ce qu'on peut voir, d'essayer de trouver des solutions qui sont pas le fait de dire c'est machin ou machin le coupable. Nous on cherche pas des coupables, on cherche des solutions, on cherche à avancer en société. Notre idée c'est pas de dire c'est les éleveurs ou les ouvriers d'abattoirs qui sont des mauvaises personnes et c'est leur faute. Non, c'est un vrai sujet de société où on a institutionnalisé le fait de manger les animaux. C'est quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme normal, nécessaire, naturel, et donc d'essayer d'amener des arguments, de mettre les animaux en avant pour qu'ils soient eux-mêmes leur propre porte-parole, de façon à justement amener ce changement de société qui est une révolution copernicienne. Enfin, c'est voilà, la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais nous, êtres humains, nous ne sommes pas non plus le centre des terriennes et des terriens. Il y a tout un tas d'autres peuples autour de nous, que sont les autres animaux, qui devraient être considérés comme des cohabitants de notre planète et non pas comme aujourd'hui des ressources à notre disposition. S'il y avait des extraterrestres, quand on en parle, on se dit ce serait bien qu'on puisse réussir à discuter avec eux, mais autour de nous, on a des tas d'autres animaux avec qui on justement, avec les chats, on discute très facilement. On sait très bien quand ils sont du mauvais côté de la porte. C'est très très clair. Voilà, c'est super clair quand votre chien vous amène sa laisse. C'est très très clair aussi le message qui est envoyé. On sait, il suffit de se mettre à la même hauteur de communication avec eux pour décrypter des langages qui sont pas très compliqués, au moins sur les besoins fondamentaux. Même si on est quand même dans une période, alors c'est les balbutiements, mais où j'ai l'impression que de plus en plus de gens se reconnectent quand même à la nature, aux animaux, parce que je sais pas, il y a un phénomène qui fait grâce aux vidéos L214, grâce à des philosophes, des scientifiques, des films qu'on a pu voir, des documentaires. Je pense qu'il y a eu plein de petits déclics à droite à gauche, et même si c'est évidemment trop lent pour plein de personnes, je pense. On se rend compte qu'il y a des gens qui, tu vois, je pense qu'on n'a jamais eu autant de gens qui faisaient des câlins aux arbres. Mais je parle de ceux qui le font sincèrement. On sent que la vie circule partout. Et quand tu es capable de sentir la vie dans un arbre, forcément, l'animal, tu comprends on déconne avec depuis quand même un certain moment. Mais justement, tu parlais tout à l'heure de positif, d'imaginer quelque chose qu'on allait pouvoir parler de choses plus encourageantes. On en a besoin là, je t'avoue, Brigitte. Est-ce que tu as des pistes à nous proposer, des choses qui pourraient se passer dans un futur plus ou moins proche, qui pourraient soulager la situation ? Ouais, déjà, je voudrais partager deux choses quelque part. Le passage à l'action, c'est-à-dire agir ensemble, agir collectivement. On peut être ultra puissant. Et en fait, aujourd'hui, le statu quo, il est provoqué par le fait de l'éparpillement des citoyennes et des citoyens au lieu d'agir ensemble. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on propose par l'intermédiaire des plateformes qu'on a développées, des sites de L214, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, les politiques, nos élus et tout ça, et puis les entreprises, parce que les entreprises, elles peuvent faire avancer. Voilà. Petit rayon de soleil, par exemple. Alors, c'est petit, mais quand même, je pense qu'il faut qu'on célèbre chaque avancée qu'on fait. Ouais. L214, on a commencé, la première campagne qu'on a menée, c'était pour faire que en France, il y ait moins de poules pondeuses en cage, moins d'œufs de poules en cage qui soient proposés
autour de nous. Et on s'est adressé, alors d'abord à tout le monde, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, on a fait vraiment des campagnes ciblées sur des supermarchés, l'hôtellerie-restauration, les fabricants et même les producteurs. Quand on a commencé, 2008, 80% des poules pondeuses en France étaient en cage. D'accord. Aujourd'hui, 23%. On est passé de 83% à 23%. Et ça va continuer cette baisse puisqu'on a fait prendre des engagements aux entreprises d'ici 2025. On est en 2023. 2025, on peut espérer qu'en France, l'élevage en cage des poules aura pratiquement disparu. Et ça a été possible justement grâce à la mobilisation citoyenne. Alors pour les plus déterminés, aller sur le terrain, aller manifester devant les entreprises, on a 50 formidables groupes locaux qui se mobilisent sur des actions, par exemple, et donc on peut les rejoindre. On peut retrouver des personnes qui sont très engagées, qui ont du temps à offrir pour faire des actions pour les animaux. Alors ça peut être des actions comme ça devant des magasins, un peu solennels, des happenings, des choses comme ça, mais ça peut être aussi de faire des dégustations, par exemple, pour montrer qu'il y a d'autres façons de s'alimenter qui sont aussi bonnes, savoureuses, fun, et voilà, on n'y perd rien. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs à la fête de l'UMA, par exemple. On a distribué des merguez, des sandwichs merguez vegan, et tout le monde s'est régalé. Ça a été la grande surprise. Ah, mais on peut se passer de viande, mon Dieu. Tu sais que là, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y avait un super resto, à l'époque on était encore à Paris, il y avait un super resto vegan qui était pas très loin de chez moi et qui reprenait des recettes un peu kebab, il y avait des merguez, il y avait des croque-monsieur, mais 100% végétal. Et ce qui était intéressant dans ce resto, c'est qu'il le mettait pas en avant, que c'était vegan. Enfin, c'était écrit en petit sur le menu, mais c'était pas estampillé restaurant vegan. Et en fait, j'ai emmené un pote à moi qui mange de la viande dans ce restaurant. On a mangé tous les deux. Et à la fin du repas, je lui dis, mais il n'y a rien qui t'a choqué? Et il me regarde et il dit, oh putain, tu remanges de la viande. J'ai dit non, ce qu'on a mangé, en fait, c'était vegan. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Et c'était tellement bon. Quel abruti. Non, mais, parce qu'en réalité, tu vois, tu as toujours les gens qui vont stigmatiser la bouffe végétarienne ou végane. Ils vont, tu trouves des mauvais produits comme dans tout, en fait. Tu peux acheter un truc pourri au supermarché avec plein de colorants et puis pas de goût. Mais en réalité, il existe des super trucs. Alors, il existe des super trucs. Et comme tu dis, ça peut être bluffant. Ils l'ont fait d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule dans une caserne militaire en Allemagne. Ils ont fait goûter des saucisses, ils leur ont fait noter. Et à la fin, ils leur ont dit, en fait, vous n'avez pas mangé de saucisses. C'était que des produits véganes. Effectivement, ils s'étaient complètement laissés bluffer. Il y a eu un critique gastronomique aussi aux États-Unis qui s'est fait bluffer. Un critique gastronomique, hein. Ouais. Donc pas juste nous quidam, mais la gastronomie végétalienne, c'est pas seulement l'imitation des autres, des produits d'origine animale. Ouais. Ça peut passer par là parce que ça fait une passerelle qui est confortable quelque part. On cuisine les mêmes produits pour le même résultat, une saucisse, une tranche, un steak, on sait ce que c'est, et du coup c'est facile. Ça peut aider. Et de l'autre côté, il y a toute une gastronomie aussi, justement, à base de légumineuses qu'on a beaucoup délaissées face à l'essor de la viande, les plus de 80%, 80 kilos que tu rappelais tout à l'heure. Mais il y a aussi toute une gastronomie hyper fine qui est développée. Alors nous, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Vegan Pratique. Donc on peut trouver des recettes, des astuces. Il y a tout un paragraphe plein de paragraphes sur justement les protéines, le fer. On peut s'y retrouver là-dedans. On a un veggie challenge si on veut être accompagné pendant une vingtaine de jours avec des menus qui sont envoyés tous les jours. Donc ça c'est voilà, on peut faire ça. Ouais. Donc ça c'est un passage à l'action qu'on peut faire, qui est une action individuelle, mais qui est une action individuelle hyper importante parce que c'est vraiment un changement. Et puis soi-même, juste le fait de ne pas manger les autres animaux, c'est est-ce que vous connaissez l'expérience de Ash? Non. L'expérience de Ash, c'est donc c'est une expérience un peu comme l'expérience de 1000 grammes. Vous avez une dizaine de personnes et on leur fait on leur fait comparer un segment, un morceau de ligne à plein d'autres morceaux de ligne, et puis c'est évident la bonne réponse. Et en fait, il y a 9 complices et puis une personne qui est testée. Les 9 complices donnent une mauvaise réponse. D'accord. Et c'est dans l'ordre. Et la 10e, quand tous les autres ont donné une mauvaise réponse, elle va donner une mauvaise réponse. Une réponse qu'elle sait être fausse, qui ne lui correspond pas, en tout cas. S'il y a une seule autre personne qui donne la bonne réponse avant elle va donner la réponse qu'elle pense être juste. D'accord.
Et ça, c'est vraiment le conformisme social. On en est tous et toutes victimes. Et ça, c'est super intéressant parce que juste le fait soi-même de dire, bah non, moi, je ne mange plus les animaux. En réalité, ça peut permettre à d'autres de sauter le pas. Et ça, c'est vraiment important parce que la pression aujourd'hui nous ramène à manger de la viande. Donc, voilà. Ça fait moins truc de barge ou d'allumer. Au début, les végétariens, c'était oh là là, c'est des gens qui ont tous des dreads. Voilà. Et puis, ils jonglent avec des balles devant les cathédrales et ils ont un chien à moitié mort au bout d'une laisse. C'est ça. Et puis, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est pas du tout ça. Et puis c'est important ce que tu disais, c'est-à-dire que même, cette transition, elle peut se faire facilement grâce aux produits aujourd'hui qu'on trouve, justement les fausses merguez. Moi, je sais que je faisais des faux steaks au début, ça remplaçait mon steak normal en fait. Et naturellement, tu le laisses tomber parce que tu n'en as plus besoin dans ton alimentation, parce que tu as compris ce que tu pouvais manger et comment te faire ton propre repas équilibré en fonction des saisons. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu te reconnectes à ce qu'est la nourriture et ce qui est disponible en fait. Oui, et puis beaucoup de personnes aussi se rendent compte qu'une fois que tu manges 100% végétal, en fait, bah, fatalement, tu fais beaucoup plus de place aux fruits, aux légumes, aux légumineuses. En fait, c'est vraiment meilleur pour ta santé. Aujourd'hui, en France, on a surtout des carences de pas manger de fruits, de légumes en quantité suffisante. Donc voilà. Alors ça, c'est les actions individuelles. Et ce qui va compter, ce qui va être très fort, c'est les actions collectives. Dernièrement, on a eu un sale coup au moral. Justement, sur la proportion de viande qui est consommée, on est toujours à 80% et les dernières statistiques, à 80 kilos, et les dernières statistiques disent la consommation de viande n'a pas baissé. Au contraire, elle recommence à monter. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Avec les actions qu'on fait, avec les images qu'on montre et tout ça. Et la réponse nous a été donnée par des think tanks, des études qui sont sorties d'organismes de recherche qui disent, bah, les gens sont conscients aujourd'hui, tout est prêt, les gens sont prêts et veulent diminuer leur consommation de viande. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi cette question de consommer, d'être attentif à l'origine et tout ça, sauf qu'on n'a pas les moyens. Parce que dans nos supermarchés, enfin l'offre alimentaire autour de nous, notre environnement alimentaire, il est saturé de viande. Et même sans qu'on y fasse attention, le sandwich qu'on prend à midi, pour trouver un sandwich sans aucun produit d'origine animale, eh bien, faut aller presque dans une boulangerie spécialisée la plupart du temps. Dans les rayons des supermarchés, ce qui est super mis en avant, c'est la viande. Dans les plats préparés, bah, la majorité contiennent de la viande. C'est encore compliqué. Et donc, il faut changer cette offre alimentaire. Et pour changer cette offre alimentaire, il va falloir aller sur de la régulation. Soit par la loi, soit comme on l'a fait pour les œufs de poulet élevés en cage, en demandant au supermarché, en demandant avec insistance au supermarché de prendre des engagements et à changer. Ça a été par exemple le cas de Lidl aux Pays-Bas, qui aujourd'hui constate que dans les produits qu'il vend, les protéines d'origine animale représentent 67% de ses ventes, contre 33% pour les protéines d'origine végétale. Et ils se sont engagés à repasser à 50-50, ce qui est déjà une avancée. Mais en tout cas, ils se sont fixés un objectif. Et donc, il va falloir qu'on fixe des objectifs aux entreprises, que ce soit les supermarchés, que ce soit la restauration, qu'elle soit privée ou collective, pour essayer d'avancer. Ça va être un des grands objectifs. Et puis, bah, la vision du futur qui peut être meilleure. Alors déjà, on a un chemin commun qui est juste immense avec les associations justement de santé, les associations qui défendent l'environnement, les associations qui sont aussi les syndicats, par exemple, agricoles qui veulent protéger les agriculteurs, avec tout un tas, c'est de dire on peut arrêter l'élevage intensif. On peut arrêter l'élevage intensif, mais arrêter l'élevage intensif, ça veut dire aussi diminuer sa consommation de viande. Et donc, on peut prendre des engagements qui peuvent être collectifs, justement, politiques, entreprises, citoyennes et citoyens, de dire on va diminuer de 50% le nombre d'animaux qui sont tués pour la consommation alimentaire. Ça peut être un super objectif qui peut être très enthousiasmant en se disant ouais, on va épargner des vies. Et en épargnant des vies, on va agir avec un seul levier. En fait, on peut agir sur tout un tas de leviers. Sur les gaz à effet de serre, sur l'ammoniac, sur les algues vertes, sur les zoonoses, ces risques de maladies qui risquent de nous arriver parce que on aura trop serré des poulets, parce que on aura trop serré des cochons et des choses comme ça. Donc vraiment, on peut en finir avec l'élevage intensif, avec les abattages de masse
Ça, c'est quelque chose qu'on peut avancer. Et puis, effectivement, on peut rêver plus loin. Je vais te demander On peut- peut-être, ouais. excuse-moi, un petit Vas-y. cours d'histoire, mais ça date de quand l'essor de l'élevage intensif, tu sais à peu près? En tout cas, après-guerre, clairement, en France, Ouais. c'est après-guerre. Dans les années 60-70, le ministre de l'Agriculture de l'époque, alors, faut dire aussi, enfin, faut voir l'environnement. L'idée, c'est pas de juger, ce qui s'est passé, c'est de voir, de comprendre l'histoire. On est à la sortie de la guerre. Le pays est quand même ravagé. Le pari qu'ils font, c'est effectivement de faire de la Bretagne la source de nourriture pour finalement l'ensemble du territoire. Et du coup, effectivement, on va avoir l'essor de l'élevage intensif. Comment fabriquer le plus de protéines en un minimum d'espace. Et voilà. Et ce qui nous rend dépendants, les questions de souveraineté alimentaire, ce qui fait qu'on contribue à la déforestation, ce qui fait que la biodiversité, on agit dessus aussi par ce biais-là, on la détruit, on empiète sur les territoires sauvages, y compris en France. On pourrait avoir davantage de forêts, davantage de zones humides si on consommait moins de produits d'origine animale. Donc voilà, on peut rêver à un monde où effectivement, on redonne de la place aux autres animaux. On vit en bonne intelligence avec eux. Il y a tout un chemin à inventer, mais il y a déjà des éleveurs qui s'y lancent, qui, au lieu d'envoyer leurs animaux à l'abattoir, ont transformé leur structure en lieu d'accueil. Et ça, c'est vraiment super enthousiasmant. Ah, je me rappelle, tu te rappelles, il y avait un lieu qui était génial, qui s'appelait le Groin-Groin, je crois, je sais plus. Ça s'appelle Groin-Groin, oui, bien Ouais, sûr. c'est ça, dans la Sarthe, il me semble. Exactement. Ce sont des gens qui récupèrent des animaux issus des abattoirs, justement, qui sauvent des animaux comme ça. Ouais, c'est marrant, c'est la question que je voulais poser aussi, s'il y avait des gens qui s'impliquaient là-dedans, qui si. récupéraient des vaches, justement. Refuge Groin-Groin, il c'est trop bien. s'appelle. Oui, il y a animaux tout un tas de destinés à être mangés. refuges, dont Groin-Groin, effectivement. Et puis, il y a un grand mouvement qui arrive de Suisse. En Suisse, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont arrêté d'élever des animaux pour les tuer. Et soit ils sont partis en agriculture végétale, voilà, et qui est en plus régénératif des sols, notamment la culture de légumineuses, soit ont transformé leur élevage en refuge. En France aussi, on a le domaine des Douages, par exemple. C'est une ancienne éleveuse qui a dit, à un moment, elle a été touchée par les animaux. Il y a d'ailleurs un magnifique documentaire qui s'appelle Peaceable Kingdom, qui raconte le tracé de plusieurs éleveurs comme ça, qui à un moment, ils expliquent le moment, l'espèce de point de bascule dans leur vie. Pour un, ça a été des problèmes de santé qui l'ont amené aux portes de la mort et ça lui a fait une espèce de déclic absolument incroyable, alors que c'était un énorme éleveur dans son secteur. Pour un autre, c'est un veau qui est venu poser sa tête à un moment contre sa poitrine et il a dit, ça a fait quelque chose il s'y attendait pas du tout, il n'était pas du tout là-dedans et ça a complètement changé sa vision. En France aussi, il y a aujourd'hui des éleveurs qui ont, si vous regardez du côté de l'OABA, qui est une super asso aussi qui existe, et qui a un troupeau du bonheur, des animaux qui ont été retirés à leurs propriétaires, parce que leurs propriétaires étaient en détresse, qui ont été retirés, saisis par la justice, et qui sont replacés chez d'autres, mais pas replacés pour être tués, replacés pour finir, pour vivre leur vie, en fait, finir de leur vie, vivre pleinement. Il y a des superbes témoignages de ces gens, parce que vous avez aussi des témoignages dans Animal, le film de Cyril Dion. On en parlait justement avant de t'accueillir. Super ce on le film. conseillait. Voilà, les deux éleveurs, aussi bien l'éleveur de lapins qui témoigne de les lapins c'est pas la joie, mais lui non plus c'est pas la joie du tout. Et puis cet éleveur de bovins qui dit moi je leur offre des super conditions de vie, c'est génial et tout, je vais les voir, je suis assez discret, je suis un peu distant mais je les adore. Et qu'est-ce que tu fais quand tu dois les envoyer à l'abattoir? Mais c'est ils pour se ça décomposent, ils pleurent, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre quand même beaucoup de recul aussi, parce c'est pour ça que tu disais qu'il faut pas juger, sur le passé, mais même maintenant, on a souvent tendance à dire, mais toi, t'es un éleveur, on connaît pas son histoire, on sait pas pourquoi il en est arrivé là, et même pour les ouvriers d'abattoir, je suis pas sûre qu'ils aient une vie fantastique, en fait. Et vivre dans le sang et les hurlements toute la journée, je suis pas sûre qu'ils baignent dans le bonheur. Et je pense que c'est hyper important de pas justement pointer du doigt et leur dire mais en fait c'est de votre faute, et sans se remettre en question finalement nous. C'est ça. Exactement. Et puis alors en particulier pour les ouvriers d'abattoir, il y a le témoignage très poignant de Mauricio Garcia Pereira, qui était notre lanceur d'alerte pour l'abattoir de Limoges, qui dit effectivement le physique, le psychologique
c'est super dur. Et il n'est pas le seul à le dire, hein. Il y a eu un très beau reportage, un très beau documentaire, pardon, de Anne-Sophie Reinhardt, Les damnés des abattoirs, où il y a plusieurs ouvriers et ouvrières qui témoignent. Alors nos images, elles sont terribles. Ces témoignages, ils sont ultra poignants. Ils racontent leur quotidien. Les ouvriers d'abattoir, c'est 90% des salariés qui ont des troubles musculo-squelettiques. C'est 4 fois plus de risques d'accident du travail que dans les autres professions. C'est le dos cassé à 45 ans, d'avoir fait le geste, le même geste toute la journée et tout ça. C'est vraiment super, super éprouvant. Et pour les éleveurs aussi, il y a des épisodes qui sont absolument terribles. Et puis effectivement, pour celles et ceux qui sont réellement attachés à leurs animaux, qui aiment leurs animaux, alors il y en a certains qui ont intégré que de toute façon ils partaient à l'abattoir et qui arrivent à le gérer, mais pour d'autres, il y en a plein qui nous disent moi je m'arrange pour pas être là le jour où ils partent à l'abattoir. Ouais. Donc voilà, et effectivement, on a à prendre conscience ensemble de ce qui se passe pour les animaux, à avancer ensemble vers des solutions, vers une transition qui soit juste pour tout le monde, mais qui soit rapide aussi, parce que pendant qu'on discute, il y a toujours 3 millions d'animaux qui meurent dans les abattoirs, et on compte même pas les poissons, qui eux sont soit pêchés des mers, soit c'est de la pisciculture de l'autre côté. Mais ces questions qu'on se pose, alors on peut dire oh oui, c'est des trucs de bobos qui arrivent maintenant. Pythagore, premier bobo en chef, entre deux triangles rectangles, il discutait déjà de la légitimité du fait de tuer des animaux pour les manger. Et à son époque, les élevages intensifs n'existaient pas. C'est dommage qu'on le connaisse pas plus sur cette facette-là que l'autre. L'autre, elle était fort intéressante, hein, mais effectivement, voilà, on avait. C'est l'autre facette qui me fait rater mon bac, moi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'il faut que ce soit rapide et en même temps, le modèle était tout à fait différent il y a encore pas si longtemps que ça, puisqu'au début du siècle dernier, là ça c'est pareil, je vais reparler de mes vacances, je fais des petites vacances aussi en Dordogne, voilà, je me suis baladé, j'ai visité une vieille maison troglodyte, voilà, qui maintenant est devenue un musée. Comme quoi on parle d'un sujet sérieux puis on profite de ta vie, quoi. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que il y avait le petit potager devant, ils ont tout reproduit comme à l'époque, et puis ils ont mis des petits animaux, il y avait 2-3 poules et tout, et ce qui m'a interloqué, c'est de lire qu'à cette époque-là, 80% de la population en zone rurale était autonome en fait, mangeait sa propre viande et ses propres légumineuses, légumes, et donc ils mangeaient de la viande quand il y avait de la viande, et quand il y avait plus de viande, tu mangeais autre chose. Donc on était sur un modèle finalement qu'on pourrait clairement, pour ceux qui veulent encore consommer de la viande, imaginons de manière plus raisonnable, on pourrait encore l'imaginer ce modèle-là. Clairement, en tout cas, réduire drastiquement. Les études scientifiques sur les émissions de gaz à effet de serre disent qu'il faudrait réduire, dans les pays comme la France, donc qui consomment 80 kilos de viande, réduire de 50% à 90% notre consommation de viande et 60% notre consommation de produits laitiers. Ouais. On peut y aller, hein. Il y a de la marge et effectivement, on arrive sur le modèle que tu dis. Effectivement, mais les changements récents, ils ont été faits très rapidement, hein. On a basculé justement d'un modèle très paysan, avec plus de la moitié de la population qui était dont les emplois étaient dans la paysannerie, à aujourd'hui moins de 3%. Ouais. Et ça s'est fait très vite parce qu'il y avait une volonté politique de le faire. Donc on pourrait aller très vite aussi avec une volonté politique. La PAC, les subventions que touche l'agriculture, aujourd'hui 90% des exploitations dédiées à la question aux animaux, l'élevage, 90% sont subventionnés. Si ces subventions, elles allaient à la transition, au lieu de maintenir un système à bout de bras qui économiquement est pas rentable, parce que même avec ces subventions, la plupart s'en sortent pas, on pourrait avancer vraiment très rapidement. Ouais, c'est pour ça que ça doit bouger de partout et que de toute façon, on peut pas être partout, on peut pas agir niveau politique, on peut pas agir à côté de chez soi en faisant des actions avec L214. Il faut choisir en fait son champ de bataille, quoi. Ah non, justement, on peut. Tu penses qu'on peut tout faire en même temps? Est-ce que c'est je pense qu'on peut tout faire en même temps. Est-ce qu'on peut pas être dépassé, justement? Je pense qu'il faut que les actions, en fait, il faut penser efficacité, c'est-à-dire où est-ce que ça va porter le plus. Par exemple, je reviens sur mes poules pondeuses en cage. Au départ, on s'est dit, c'est une décision politique. Sauf que au niveau politique, c'est complètement bouché. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on a des personnes qui sont, alors pour certaines, très sensibles à la question animale, pour d'autres, pas du tout. Regardez sur les sites politiques animaux, on les note, c'est un site de L214, on note les personnalités politiques, on propose même des outils d'interpellation pour leur dire
Et la question animale, ça compte. Ouais. La dernière fois, quand vous avez voté tel truc, c'était pas correct vis-à-vis des animaux et tout ça. Donc, on a moyen d'agir politiquement, on a moyen de se casser les dents. Alors, au niveau local, ça bouge. Il y a des villes qui ont pris l'engagement et qui le traduisent dans leurs commandes publiques de ne plus utiliser de produits issus des élevages intensifs, par exemple, et de proposer davantage de menus végétariens ou végétaliens. Ouais. Ça, c'est cool, ça va dans le bon sens. Au niveau national, au niveau européen, c'est assez sombre, mais du coup, on peut s'adresser aux entreprises. OK, on n'a pas obtenu la fin de l'élevage en cage dans la loi, mais en s'adressant aux entreprises, on a pu faire baisser le nombre d'animaux. Et donc, avec L214, on va agir sur tout un tas de pans, effectivement, grand public, juste pour avoir de l'information, savoir, et puis avoir aussi des moyens d'agir soi-même, pour soi-même, individuellement. On va proposer des actions vers les entreprises, qu'on peut faire de chez soi ou descendre dans la rue. Pareil pour les politiques, de chez soi ou dans la rue. Et puis, on a aussi tout un pan juridique où on va suivre en justice de façon à faire reconnaître aussi que la responsabilité, par exemple, quand il y a des infractions dans un abattoir, c'est pas forcément la responsabilité de l'ouvrier, mais bien de la direction de l'abattoir et des services vétérinaires. On a obtenu 4 fois la condamnation de l'État pour dysfonctionnement de ces services de contrôle dans les abattoirs. Donc vraiment essayer de remettre aussi le débat à la bonne place, c'est-à-dire que on a des décideurs, des organes décideurs. C'est là où il faut effectivement mettre nos efforts et les mettre ensemble, faire une force citoyenne avec tout ça. Moi, Brigitte, je trouve que j'arrive à avoir beaucoup d'espoir quand je parle avec toi, donc ça fait plaisir, contrairement à Greg, qui a vraiment envie de se foutre par la fenêtre. Non, c'est pas ça, c'est que non, mais moi je suis enfin voilà, on est tous sensibles sur ces sujets, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que j'ai pas les épaules solides, quoi. Mes épaules, c'est un peu du coton et ça me donne des fois envie de m'effondrer, mais après chacun réagit un peu à sa sauce. Moi je sais que j'ai tendance souvent, avant de relever la tête et d'aller au combat, j'ai ma petite période de je me mets par terre et je dis c'est trop dur, j'en peux plus. L'important, c'est de réussir à transformer ça, parce que si on est tous à se mettre en boule dans un coin en se disant c'est pas possible, on va tous mourir, le climat c'est n'importe quoi, et puis les animaux on les maltraite et tout, ça va rien changer. Ce qui est dommage, c'est de pas contribuer au changement. Oui, mais on a besoin aussi de ces moments, parce que effectivement, ça peut être très décourageant, ça peut nous mettre aussi dans une colère noire, et ça peut nous amener à agir peut-être de façon juste sous l'impulsion de cette émotion, mais justement, comment transformer cette émotion au lieu de se faire consumer par cette émotion, de réussir à en faire une force, justement, qui nous amène à agir, à reconnecter avec nos neurones rationnels et à se dire, OK, là, j'ai la déterre, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà. Et nous, c'est un peu, alors modestement, humblement, on voit bien, on n'est pas au bout du chemin, loin de là. C'est d'essayer de proposer des outils, de proposer des actions, de proposer aussi des moments plus sympas. On a des repas, des groupes se croisent. Il y a moyen de trouver aussi d'autres personnes qui, comme soi, sont mues par cette force de compassion, finalement. Cet altruisme qui englobe tous les êtres doués de sensibilité, qui prend garde à notre environnement, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement végétaux autour de nous, parce que c'est notre environnement à nous et aux autres animaux, c'est nos habitats, et comment on réussit à faire un monde qui soit hyper sympa pour tout le monde. En fait, c'est fou, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens, on a fait des super progrès techniques en médecine et tout ça, on pourrait avoir vraiment une vie super chouette. Et alors, on a le sentiment que quand même, il y a beaucoup de malheur aujourd'hui, beaucoup de casse, chez les animaux bien sûr, mais chez les êtres humains aussi. On scie la branche sur laquelle on est assis. C'est complètement. On se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est brisé en nous pour agir de façon aussi irrationnelle, alors que alors ça peut paraître utopiste, un peu peace and love, justement, on revient au hippie. Ah, au secours, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça, c'est juste, comme tout le monde, je pense, on aspire à vivre le mieux possible, à prendre du plaisir dans nos vies, à profiter des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et ça, c'est juste le partage. Je crois que en tant
être humains, être sociaux, on aime bien ça, quoi. On se nourrit du bonheur qu'on peut générer, quoi. Enfin, Ouais. et c'est vraiment ça. Donc finalement, c'est ça qu'on essaye de porter et d'aller vite. Effectivement, nous, on a vraiment une clause chez L214 qui dit L214, c'est une association qui existe jusqu'à ce qu'on la détruise pour cause d'inutilité. Et donc, c'est vraiment notre objectif. Ouais. Voilà, c'est notre projet. Et tu disais justement en voyant les choses de manière plus optimiste que s'engager c'était important, en tout cas passer à l'action, être actif. Et il me semblait que tu disais qu'il y avait un deuxième point, non ? Et ben le deuxième point, c'est cette vision d'avenir, de se dire on est capable. Alors on se dit intelligent, hein, quand vous interrogez tout le monde, on est le sommet de la création ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas l'humilité notre super caractéristique, j'ai l'impression. Mais du coup, on met en avant notre intelligence et je pense que justement on peut mettre à profit cette intelligence pour proposer un monde de demain qui soit magnifique. Enfin voilà, avec des espaces dans lesquels on puisse cohabiter avec les animaux. Parce que des fois on dépeint les véganes, les antispécistes comme des espèces de diables. J'ai encore entendu un débat hier au sommet de l'élevage où quelqu'un disait mais ce monde-là il va être plein de ronces, il y aura des animaux partout, ce sera l'anarchie totale en mode fin du monde. Voilà. Non, ça peut être quelque chose de très sympa. Voilà, il n'y avait pas plein de ronces avant qu'il y ait tous ces territoires remplis par... C'est sympa les ronces, on peut manger des murs. Alors, on peut en garder quelques-unes, mais effectivement, on ne sera pas envahi. On ne sera pas envahi d'animaux non plus, etc. Enfin, il y a... Non, mais c'est tellement une réponse facile. Enfin, tu vois, c'est toujours ce même genre de réponse. Exactement. Quand tu as un combat et que tu milites pour quelque chose d'important. C'est toujours ces espèces de réponses qui sont pour moi un peu irréfléchies. Enfin, c'est un peu facile. Ouais, c'est ça. Sur tous les sujets, t'as raison. C'est sur tous les sujets. C'est un peu fatigant. On parle d'une situation hypothétique et on imagine le pire de cette situation hypothétique pour décourager tout le monde d'aller vers là. C'est vraiment une réponse de c'est celui qui dit qui est, je trouve. Ouais, il y a aussi un peu ça. Ouais, Ouais, et puis on peut se dire, mais est-ce que ces personnes ne sont pas conscientes du monde d'aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, il est pas du tout rigolo, notre société, là. C'est pas du tout, enfin, justement, on parle de changement climatique et tout. Enfin, on a un pouvoir destructeur qui est juste phénoménal avec la façon dont on vit aujourd'hui et notamment sur la question de notre alimentation, la question de notre modèle agricole. Il est effroyable sur tous les pans, quoi. Et on a enfin une façon simple, alors de remédier dans un premier temps, là où je pense tout le monde est d'accord, de dire ok, on diminue et puis du coup on va diminuer notre impact sur l'environnement, sur la santé, sur le social, etc. Et puis une vision peut-être plus sympa, enfin vraiment pour aussi les autres animaux, de se dire ouais, et si on les laissait tranquilles, si juste on essayait de vivre en bonne intelligence avec eux, ça donnerait quoi? Et quel chemin pour arriver à ça de façon à effectivement emmener tout le monde, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, y compris chez les éleveurs, et c'est pas parce qu'il y a des personnes comme moi ou des associations comme L214 qui disent on a une société à changer, et effectivement, le modèle agricole fait partie de ça. C'est pas nous qui les rendons malheureux. Ils sont malheureux depuis bien plus longtemps, bien avant l'existence de L214. Donc, il y a vraiment un gros sujet, un sujet de société très important à adresser ici, pour arriver à un monde qui soit juste et avec beaucoup plus de compassion. Moi, je te le dis, Brigitte, j'ai envie de voter pour toi. Je sais pas ce que tu as prévu là dans les prochains mois, ton engagement, tout ça, mais bon, tu as mon vote, quoi. Hein. C'est trop bien. C'est super de t'entendre parce que c'est aussi l'occasion pour nous de te dire merci et de remercier tous les gens justement qui ont bossé, qui bossent auprès de toi, auprès de vous tous dans L214, parce que l'air de rien, c'est sûr que moi, je revois ça de mes yeux à l'époque animateur radio qui traînait beaucoup trop sur Facebook, où je tombais sur vos vidéos
Et mes premiers réflexes, c'était de vous détester, de me dire mais c'est qui ces gens-là? Et puis tout le monde partage et c'est chiant. Ça m'énervait. Je voyais que le côté négatif parce qu'il y avait ce côté oui, je mange de la viande et j'ai pas envie de savoir ce que c'est et puis foutez-moi la paix. Mais en même temps de savoir, tu le dis avec beaucoup d'humilité, mais pourtant tout ce que vous avez fait, vous avez énormément fait bouger les choses à plein de niveaux. Et bien sûr que le chemin à parcourir est encore immense. Mais vous vous rendez peut-être pas compte à quel point déjà vous avez contribué à ce que le débat sur les animaux ou l'importance des animaux dans le débat public change déjà. En tout cas, c'était notre objectif. Et puis, je pense qu'on est arrivé aussi à un moment où peut-être il y avait cette réflexion qui arrivait. Elle était présente dans beaucoup d'autres pays, hein, et chez nous, on était en retard. La France, elle a beaucoup de retard sur cette question-là. Ouais. Mais il y a eu aussi beaucoup de livres qui ont été publiés, justement, les médias qui ont contribué à montrer ces images aussi. Enfin, justement, on n'était pas tout seul. Et puis, vous faites bien de le souligner aussi. L214, aujourd'hui, c'est 50 000 membres. Un peu plus de 50 000 membres, et chaque membre est super important pour nous parce que ça nous donne la latitude d'agir vraiment de façon très très forte. C'est entre 2000 et 3000 bénévoles de terrain, c'est plusieurs centaines de milliers de bénévoles en ligne, et c'est une centaine de salariés aujourd'hui. On a même un programme éducatif, on a un journal qui est génial, qui s'appelle Mon Journal Animal, qui s'adresse aux 10-14 ans et qui justement dans tout notre programme éducatif, donc on propose du matériel pédagogique pour les personnes qui sont enseignantes, et on peut aussi faire des animations. Et juste ce qu'on essaye de faire, on n'est pas prescriptif dans ce cas-là. Là, moi, quand je vous parle, je vous dis oui, quand on arrête de manger de la viande, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. C'est un geste vraiment fort. Dans les écoles, on va pas dire ça parce qu'après les enfants ils rentrent à la maison, c'est compliqué quand même. Bien sûr. Mais juste de leur garder cette curiosité, cet émerveillement face aux animaux, de connaître les animaux, justement, de s'émerveiller avec eux. Enfin voilà, est-ce qu'on sait par exemple que les poussins ils savent compter jusque 5? Non, on sait pas, ils savent faire les soustractions les poussins. Ah ouais. Mais c'est quand même un truc de fou. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on essaye de transmettre au travers de L214 Éducation et puis du journal Mon Journal Animal qu'on édite 3 fois par an. Là, il y a un numéro qui arrive début octobre, donc c'est maintenant avec des dossiers thématiques, des jeux, des trucs comme ça. Excuse-moi, moi je suis restée bloquée sur les poussins qui arrivent à faire des additions et des soustractions, c'est fou ça. Oui. Ouais. Ouais, moi j'ai dit mais j'essayais de comprendre. Mais attends, mais faut que tu m'expliques. Explique-nous la Brigitte, parce que ils ont fait des expériences où vous mettez des poussins en face ils ont utilisé des œufs Kinder. Ouais. Et puis ils en mettent pas le même nombre de chaque côté. Et en fait, les poussins savent qu'ils auront une récompense s'ils vont vers celui où il y en a le plus, par exemple. D'accord. Et ils se rendent compte que quand ils montrent, donc ils montrent, hop, ils cachent, et les poussins savent, ou ils déplacent ils montrent qu'ils sont en train de déplacer, les poussins sont capables d'aller du côté où il y en a le plus. D'accord. Okay. Moins, en fonction du contrat qui est passé avec eux, il y a vraiment un protocole d'expérience qui montre que, jusque 5, ils savent compter. Donc tu es en train de me dire que l'année où j'ai raté mon bac, c'est un poussin qui m'a pris mon diplôme. C'est possible. Ah oui, ils savent pas faire les intégrales. Donc, Non, mais il y a tout un tas de choses étonnantes. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les cerveaux de la ferme, qui a été écrit par Sébastien Moreau, illustré par je vais écorcher son nom, Leïla, il me semble. Et il est magnifique ce livre. C'est une bande dessinée absolument incroyable, vraiment vraiment chouette. Il s'appelle comment tu disais? Il s'appelle Les cerveaux de la ferme. Et il y a tout un tas d'anecdotes comme ça sur les chèvres, sur les poussins, sur les poules, qui montrent les relations sociales qu'ils peuvent avoir entre eux, comment ils peuvent être altruistes ou alors complètement déchaînés dans l'autre sens, justement pas altruistes du tout, à cacher les trucs, etc. À faire des projets aussi. On s'imagine tout souvent que les animaux, ils vivent au jour le jour. La mémoire de poisson rouge, par exemple, on dit ils font un tour, ils se rappellent plus 3 secondes mémoire de. En fait, non, c'est totalement faux. Ils ont des super mémoires aussi, donc. Voilà. Écoute, je suis en train de le commander du coup les cerveaux de la ferme. Elle s'appelle Laïla Benabid. Voilà, Leïla Benabid. Ouais. Et il est superbe ce livre-là. Il y a tout un tas de livres superbes comme ça où
On apprend en prenant du plaisir aussi là-dessus. Là, juste à côté de moi, j'ai Vegan Food, Art et Rock'n'Roll, D'accord. par exemple. Voilà, qui vient de sortir par Teresa Moya, qui était une des fondatrices de Eastside Burger, un des premiers fast-food végétariens et ensuite vegan à Paris, qui a arrêté, mais elle partage justement l'ensemble des recettes qu'ils avaient développées. Et puis, il y avait vraiment le concept justement art, musique qui était imbriqué dans ce projet-là. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui par rapport à justement il y a 15 ans quand on a fondé l'asso. Aujourd'hui, franchement, on a le monde à notre disposition pour avancer. Finalement, on connaît les chemins. Il y a plus qu'à. C'est ça. Il n'y a plus qu'à. Et puis vous aussi, vous pouvez, du coup, si c'est un déclic pour vous, ce podcast, commencer à vous renseigner sur des sujets, peut-être commencer à changer ce qu'il y a dans votre assiette ou ne serait-ce que échanger avec les gens autour de vous et pourquoi pas vous engager auprès de L214 ou au moins vous renseigner en vous rendant sur le site ou en suivant L214 sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était un super moment, Brigitte, et on est loin des clichés justement qu'on peut avoir quand on imagine des discussions autour des animaux. J'aimerais qu'il y ait vraiment la place, pourquoi pas sur des médias plus génériques, plus télévisuels, grand public, pour avoir ce genre de conversation. Parce que tu vois, je pensais aussi à un moment pendant que tu parlais que si tu étais invité dans une émission comme TPMP, pour pas la citer, qu'est-ce que ça donnerait, quoi, à part un espèce de cirque où tout le monde veut te tomber dessus avec des gros clichés et des questions auxquelles tu n'as même pas le temps de répondre, et c'est dommage. Et puis même, je cite TPMP parce que pour moi c'est le pire qui existe, une des pires émissions qui existent aujourd'hui, mais en réalité, même sur Quotidien, que j'ai regardé quelques fois, je trouve que les sujets de fond des fois n'ont pas assez de place pour justement qu'on puisse s'y intéresser vraiment et comprendre et avoir des déclics. Ça va trop vite, quoi. On survole des choses parce que c'est un sujet tendance du moment, clac, 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 2-3 questions et on s'en va, on sort du plateau et finalement, qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Exactement. Mais c'est pour ça que les podcasts aussi, c'est vraiment important. Et du coup, ce que vous faites, c'est absolument fabuleux parce que justement, on a le temps d'expliquer, de donner des éléments de compréhension. Et puis, voilà, après, chacune et chacun, on peut creuser les sujets et puis aller se renseigner par soi-même. Mais ça permet au moins une vraie parole quelque part. Enfin, et pas juste effectivement des punchlines. C'est ça. Jeter de droite et de gauche, quoi. C'est ça. Et puis c'est un vrai moment intime avec la personne qui nous écoute de l'autre côté, qui est peut-être en voiture, en train de faire du snowboard. Ouais. Ou plus basiquement, enfin moi je vois la vaisselle par exemple. La vaisselle. Ouais, c'est ça. T'es parti loin, toi. Je sais pas. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Brigitte. Et puis embrasse les 50 000 personnes. Les 50 000 membres qui sont autour de toi chez L214. Et vraiment merci du fond du cœur d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Salut Brigitte. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié, lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.